Il y a déjà plus de 3 ans, au niveau européen, la directive pour les services de médias audiovisuels, communément appelée SMA, doit encore être transposée dans 7 pays membres de l'Union européenne. Mais nous commençons déjà à avoir un peu de recul pour tirer quelques premiers enseignements et envisager des perspectives. C'est l'objet de notre dernière table ronde ici au CNC. Pour en parler, 6 invités qui vont venir prendre place pendant que je vous parle sur l'estrade où nous sommes installés. Madeleine de Cock-Bunning, vice-présidente Public Policy pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Netflix. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et je rappelle que vous êtes également présidente de l'UER, Union Européenne de Radio-Télévision. Le directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, Jean-Baptiste Gourdin. Je fais une entrée en scène. Allez-y, Jean-Baptiste. Gudni Elmalvol, le président de l'European Producer Club, le président du European Group of Regulators for Audiovisual Media Service, Karim Ibourki, et Roch-Olivier Mestre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, anciennement connue sous le nom de CSA, ici en France. Cette table ronde est animée par Karim Moutalib, le directeur général de l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles. Karim, je vous laisse vous installer et prendre en main cette discussion. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, nous sommes réunis là pour la dernière table ronde de la journée. Les 2 précédentes tables rondes ont abordé 2 sujets cruciaux qui étaient la protection des actifs stratégiques et la question de la définition de l'œuvre européenne. Donc ce sont 2 sujets que nous ne traiterons pas, même s'ils sont intimement liés aux questions évidemment de la directive SMA. Alors si vous me le permettez, pour balayer très rapidement l'ensemble des sujets qu'on va aborder sur la directive SMA, je vais juste rappeler les grands sujets qui nous concernent directement dans cette table ronde. Le premier, j'espère ne pas me redire pour ceux qui suivent les tables rondes depuis ce matin, c'est que la France, évidemment, a transposé la directive SMA et a mis en place tout un système de textes qui encadre les obligations qui découlent de cette directive. Alors, le cheminement, on peut le juger comme plus ou moins rapide. Je crois qu'un certain nombre d'intervenants se sont exprimés là-dessus. Il n'en reste pas moins que la directive qui date du 14 novembre 2018 a été transposée en droit français assez rapidement par une ordonnance si je me rappelle bien, du 21 décembre 2020 et une ultime traduction par le décret du 22 juin 2021. Donc ça a suivi son cours assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est un des sujets dont on parlera vraisemblablement, c'est qu'au niveau européen, tous les pays ne sont pas suivis le même chemin ni le même rythme, puisque on peut considérer que, si je regarde bien le dernier compte que j'avais, sur les 27 pays européens, 16 pour le moment sont au degré 0 de la transposition et n'ont mis aucune obligation de ce côté-là, du côté des obligations financières. Alors, les grands principes de la directive, je ne veux pas vous assommer avec, mais il y a 2 grands principes qui ont été adoptés. Un quota de diffusion des œuvres européennes de 30% minimum qui a été abordé un petit peu plus tôt. Et également, surtout ce qui nous intéresse là, la possibilité d'imposer des obligations financières pour la production, en direction de la production audiovisuelle et cinématographique. Alors, quelques principes très généraux. Le premier, une contribution financière peut être imposée. Le second, qui n'est pas tout à fait neutre, qui est la question du pays de destination. Donc ce sont les pays de destination qui imposent ces obligations financières. Et contrairement aux tables rondes un peu précédentes sur la question des œuvres européennes, on voit qu'on a mis en place un système hybride où par moment on a un pays d'origine et pour d'autres moments on a un pays de destination qui est pris. Alors je ne sais pas si ça suscitera des commentaires. Et enfin, évidemment, toutes ces obligations n'ont pas de sens s'il n'y a pas un contrôle, et ce contrôle a été confié aux régulateurs nationaux. Et nous avons ici la présence du régulateur national français et du président de l'Association des régulateurs européens.
La transposition, comme je l'ai dit, a été, pour ce qui est des obligations financières, plus ou moins partielle dans les différents pays européens. 16 n'ont rien fait, mais pour ceux qui ont fait, la dizaine, 11 qui ont fait quelque chose, les taux qui ont été appliqués sont assez disparates. En tout cas, quand on regarde le tableau, ils sont spectaculairement disparates, puisqu'on va de taux dans un certain nombre de pays qui sont à 1,5%. Comme ça, de première vue, ça semble assez peu, et des taux qui peuvent monter jusqu'à 20-25% pour les deux pays les plus en pointe, qui sont la France et l'Italie. Alors, en pratique, pour la France, c'est très simple. Le dispositif, comme on l'a dit, là, il n'y a pas d'équivalent en Europe, d'autres équivalents. Les plateformes, dans ce qui nous concerne, investiront 20% de leur chiffre d'affaires dans la création, et ces 20%, 80% iront vers l'audiovisuel, 20% iront vers le cinéma. Donc, en résumé, 4% du chiffre d'affaires pour la production cinématographique et 16% pour la production audiovisuelle. Et pour parler de sommes sonnantes et trébuchantes, je crois qu'il faut rappeler que tout ça, alors ce sont des évaluations, pourrait représenter 250 à 300 millions d'euros apportés dans la création au niveau national, ce qui est quand même, ce qui sont des sommes particulièrement fortes. Alors je crois que France Télévisions va au-delà. Canal+, par exemple, met des sommes assez importantes, mais le dernier accord, si je ne me trompe pas, de Canal+, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, représente à peu près 200 millions d'euros par an. Donc 250 à 300 millions d'euros supplémentaires, c'est une somme particulièrement spectaculaire. Et pour illustrer le fait que l'on est dans un sujet qui est particulièrement brûlant en quelque sorte. La France ne s'est pas arrêtée juste au 21 juin 2021, mais il y a encore des textes qui tombent, si j'ose dire. Les textes qui parachèvent en fait le système qui est mis en place. Certains ont été pris le 31 décembre 2021. Sans assommer, il y a un décret TNT, un décret CAPSAT qui règle la question des chaînes hertziennes, des chaînes non hertziennes. Et plus encore, il y a un texte qui va avec tout ça, qui est quand même la chronologie des médias, en tout cas au niveau français, et actualité que l'on peut considérer comme brûlante. En tout cas, cette partie-là a été signée avec une des plateformes principales, Netflix, hier en fait. Hein. Donc voilà, avec un système qui a été négocié, accepté avec l'ensemble des participants. Les plateformes Netflix, en tout cas, se retrouvant entre guillemets à 15 mois après la sortie en salle, si je ne me trompe pas, et Canal+, qui était un des sujets aussi importants, se retrouvant à 6 mois après la sortie en salle. Donc nous avons la chance là d'avoir quasiment l'ensemble des parties prenantes de ce système, avec l'État et la puissance publique représentée par Jean-Baptiste Gourdin et la DGMIC, les deux régulateurs, le régulateur national, le régulateur, enfin en tout cas l'association des régulateurs européens, et puis des représentants des acteurs publics et des acteurs économiques du secteur. Donc je crois que chacun pourra nous donner son appréciation en tout cas de ce système. Alors, ce que l'on essaiera de ne pas faire, moi j'essaierai en tout cas de ne pas transformer ce débat en un débat technique jargonnant, en plus avec des sujets que nous ne maîtrisons pas tous, et puis ne pas traiter évidemment les questions comme celle de l'œuvre européenne. L'essentiel, c'est d'essayer de faire un premier bilan de la transposition en France de cette directive, d'élargir le scope au niveau européen et voir si on peut poser quelques jalons pour le futur et anticiper les effets pratiques de cette transposition, en sachant que, comme on l'a indiqué, l'encre est à peine sèche sur certains des textes, donc c'est un petit peu compliqué de se dire qu'on va se lancer dans de grandes perspectives, dans se dire qu'est-ce qu'il faut faire après, puisque c'est un texte qu'on touche quand même assez rarement et dont les dernières expositions viennent de se faire maintenant. Donc je passe là la parole à Jean-Baptiste Gourdin qui peut sûrement nous expliquer ce qui s'est passé, en tout cas au niveau français, pour arriver à parachever ce système. Merci beaucoup Karim, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais centrer mon propos sur la façon dont on a transposé en France l'article 13 de la directive SMA, c'est-à-dire cet article qui concerne les contributions financières, ou pour parler comme en droit français, les obligations d'investissement. Évidemment, la directive SMA, c'est bien d'autres choses, il y a d'autres sujets très importants. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans la suite de notre débat. Mais pour commencer, je voudrais rappeler que cet article 13, il faut bien comprendre que contrairement à d'autres articles de la directive, il ne crée pas d'obligation à la charge des États membres, tu l'as dit Karim. Il donne une faculté. Et cette faculté, elle est double en fait. C'est la faculté d'abord d'imposer des obligations d'investissement
aux diffuseurs, aux télévisions et aux services de médias audiovisuels à la demande. Et lorsqu'on fait le choix d'avoir des contributions financières, d'y assujettir les services installés à l'étranger lorsqu'ils ciblent, enfin dans un autre État membre, lorsqu'ils ciblent le territoire de l'État concerné. Ce qui est une dérogation à un principe cardinal de la directive SMA, le principe du pays d'origine. Et donc il faut bien comprendre que c'est une différence fondamentale avec ce qui existe sur les quotas de diffusion, où là, on a non pas une faculté, mais une obligation. Les États membres doivent prévoir des quotas de diffusion d'au moins 30%, et un principe qui est celui du pays d'origine. Donc on a vraiment deux différences fondamentales entre les deux mécanismes, et j'y reviendrai peut-être ultérieurement. Si bien que c'est l'article 13 donne en fait aux États membres une grande latitude dans la façon dont il le transpose, et c'est pour ça que je crois que notre table ronde est intéressante, parce qu'elle permet de confronter les choix assez radicalement différents, tu l'as dit, qui ont été faits d'un État à l'autre. Alors pourquoi d'abord la France s'est beaucoup mobilisée en faveur de cet article 13 ? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il en allait de la pérennité de notre système de financement qui était menacé, puisque y échappaient les grandes plateformes mondiales qui prennent de plus en plus de place dans notre écosystème. Et deuxièmement, parce que c'était indispensable pour établir une équité concurrentielle entre des acteurs nationaux et des acteurs étrangers qui opèrent sur un même terrain de jeu concurrentiel. C'était d'ailleurs d'autant plus nécessaire, on ne le savait pas, hélas, à l'époque, que la crise sanitaire, en réalité, a amplifié les dynamiques à la fois en portant atteinte aux recettes publicitaires des diffuseurs traditionnels et en donnant un coup d'accélération à l'appropriation et à l'adhésion des publics européens et notamment français aux nouveaux modes de consommation des œuvres audiovisuelles que sont les SMAD. Alors d'ailleurs, ce raisonnement, je le précise, il vaut non seulement pour les contributions financières, mais également pour les taxes affectées qui financent le compte de soutien, à ceci près que la France avait, sans attendre la directive SMA, fait le choix déjà d'étendre ces taxes aux services installés à l'étranger. Donc on avait, en avance de phase, avec un peu de créativité, déjà appliqué le principe du pays de destination. Au fond, quel était l'enjeu de cette transposition, vu de notre fenêtre, vu de la France ? Je dirais, au risque de surprendre, que l'enjeu n'était pas tellement de contraindre les plateformes mondiales, américaines en particulier, à investir dans la production locale. Je pense que Madeleine pourra le confirmer, mais ces plateformes n'ont pas attendu la directive SMA ou le décret SMAD pour investir dans la production européenne et dans la création française. Elles ont bien compris que c'était leur intérêt économique, que c'était une demande de leurs clients, et elles commençaient à le faire, elles allaient le faire de toute façon. Je crois que l'enjeu, il était bien différent. Il était d'abord d'ancrer cette stratégie d'investissement dans la durée, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un acteur très puissant commence pour entrer sur un marché, par investir dans la création locale, puis ensuite décide de changer de stratégie, de recentrer ses investissements sur des œuvres formatées pour le public mondial. Et puis, encore plus fondamentalement, je dirais, l'objectif, c'était moins de contraindre à investir que d'encadrer et d'orienter ces investissements dans un sens qui soit conforme à notre acception de l'intérêt général et nos objectifs de politique publique. Et je vais en donner trois illustrations. La première, c'est d'assurer la diversité de la création. Alors bien sûr, diversité linguistique, d'où les sous-quotas d'œuvres d'expression française, mais aussi la diversité en termes de genre de programme, en termes de budget, des œuvres à petit budget, à moyen budget ou à gros budget. Pour le dire schématiquement, l'enjeu, c'était de faire en sorte que les investissements bénéficient non seulement à la fiction audiovisuelle, les séries qui concentrent tous les appétits, mais également au cinéma, le cinéma au sens plein du terme, c'est-à-dire les films qui sortent d'abord en salle, l'animation, le documentaire, etc. Deuxième enjeu, protéger l'indépendance de notre création, en fléchant une part importante de ces investissements vers ce qu'on appelle en France la production indépendante, et certains le savent ici, on a une définition de la production indépendante en France qui est exigeante, parce que c'est pas seulement l'indépendance capitalistique par rapport aux diffuseurs, c'est tout un tas de conditions qui tiennent à une notion de production déléguée, à des critères de nature et d'étendue des droits d'exploitation, et au fond l'enjeu, c'était de faire en sorte que nos producteurs européens ne soient pas progressivement relégués au rang de sous-traitants ou de fournisseurs des plateformes, mais bien de leur permettre de continuer à constituer un actif patrimonial qui est la condition sine qua non pour qu'ils continuent à investir et à prendre des risques. Et puis enfin, troisième enjeu, défendre notre conception du droit d'auteur
à la française, ou plus exactement à l'européenne, c'est-à-dire avec une notion de rémunération proportionnelle à rebours du modèle dit de buy-out. En quelques mots, si j'ai encore quelques minutes, je voudrais insister sur quelques choix structurants qui ont guidé les pouvoirs publics français dans cet exercice de transposition. Premièrement, on a fait le choix d'opérer un rééquilibrage d'ensemble de nos obligations d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'étendre les règles existantes aux acteurs étrangers, ce qu'on aurait pu faire. Hein. La directive SMA ne nous conduisait pas à forcément tout remettre à plat. On a fait le choix de tout remettre à plat et de revoir en une année, sur l'année 2021, les 3 grands décrets, tu l'as dit, SMAD, TNT et CAPSAT. Deuxième choix structurant, le choix d'un haut niveau de financement de la création qui se décline sous 2 aspects. D'abord, des taux, tu l'as dit, qui sont comparativement élevés dans le décret SMAD par rapport à ce qu'on peut trouver non seulement dans d'autres États européens, mais aussi par rapport aux taux qui préexistaient pour les acteurs de la TNT. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est un choix qui est assumé et qui n'est pas fondé sur une logique de taxation des acteurs étrangers ou dans une intention de favoriser nos acteurs nationaux par rapport aux acteurs étrangers, mais qui est bien fondé sur la nature même de ces plateformes et leur spécificité en termes de positionnement éditorial, en termes de modèle économique. D'ailleurs, ces taux, 20 et 25%, ils sont facialement élevés, mais il faut les relativiser. Hein. J'emprunte ici un raisonnement qui était détaillé dans un excellent billet d'Alain Lediberder, qui expliquait que finalement, avec des taux de 20%, pour un acteur comme Netflix, pardon Madeleine, mais je vais prendre l'exemple que tout le monde a en tête, ça représente, par rapport aux 17 milliards d'euros, je crois à peu près, que vous investissez dans la création, ça représente à peine plus de 1% des investissements mondiaux dans la création que Netflix consent chaque année. Alors que les abonnés français, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est à peu près 4% des abonnés de Netflix dans le monde entier, et c'est même en termes de contribution à votre chiffre d'affaires sans doute un peu plus. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui serait disproportionné ou injustifiable économiquement. Alors c'est vrai, ça représente quand même une manne, 300 millions d'euros à peu près, tu l'as dit Karim, ça fait à peu près 20% de plus par rapport au financement existant, et pour autant on n'a pas fait le choix de baisser les obligations, les contributions financières des acteurs historiques. Ça nous a été reproché d'ailleurs, hein, mais on a considéré que le choix d'une logique malthusienne qui consisterait à opérer un jeu de vase communicant en baissant les obligations des acteurs traditionnels grâce à l'augmentation des nouveaux financements, c'était un choix en fait assez mortifère à long terme, parce que notre conviction, c'est qu'il est indispensable que ces médias dits traditionnels, le terme n'est pas très beau, les chaînes de la télévision gratuite, les chaînes de la télévision payante, doivent rester un des piliers de notre modèle de financement. Pour des raisons de diversité culturelle, on a besoin d'une pluralité de financeurs pour assurer la diversité de la création. Pour des raisons aussi d'accès gratuit à la culture, parce que c'est pas le choix de la France que les œuvres soient réservées à des abonnés à des plateformes payantes. Et puis pour des raisons de souveraineté culturelle, parce que c'est sans doute pas un très bon choix que de faire dépendre tout le financement de notre création de plateformes mondiales, malgré toute l'amitié qu'on a pour elles. Troisième choix structurant, une logique d'équité plutôt que d'uniformité. Et ça, je veux en dire un tout petit mot, c'est vraiment, ça nous tient beaucoup à cœur. On a dans les décrets SMAD, TNT et CAPSAT des règles qui sont différentes, qui sont complexes et différentes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a visé, c'est l'équité. Et l'équité, ça ne veut pas dire traiter tout le monde de la même façon, ça veut dire tenir compte des différences. Et les différences, il y en a d'énormes entre les catégories de services. Des différentes d'empreintes territoriales entre un service qui cible la France et un service qui a un rayonnement mondial. Des différences de nature éditoriale. C'est pas la même chose quand on est un service qui ne propose quasi exclusivement que des œuvres de cinéma ou audiovisuel, et un service qui a une programmation plus généraliste comme une chaîne de télévision qui propose du sport, du divertissement ou du flux. Et c'est normal que les taux soient différenciés. Et puis des différences de mode d'exploitation. C'est pas la même chose de mettre en continu des œuvres à disposition dans un catalogue ou de construire une grille de programme qui est forcément contrainte par le temps. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, tu nous as demandé de pas le faire Karim, mais ça se traduit par des tas de différences d'un décret à l'autre. Et malgré tout, on a quand même visé une forme de simplification. Alors ça peut faire sourire parce que pour ceux qui ont été regarder les décrets, il reste un peu complexe, mais simplification au sens où on a cherché à renvoyer davantage à la négociation professionnelle et à la régulation. Et j'offre là une habile transition avant l'intervention de Roch-Olivier Mestre. Pourquoi on a fait ce choix ? Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que fondamentalement, je l'ai dit, on a affaire à des acteurs qui sont très divers, dont les modèles sont très changeants.
qui peuvent changer de ligne éditoriale ou de modèle économique du jour au lendemain, et tout figer dans une réglementation, c'est totalement impossible. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est de permettre à chaque diffuseur de négocier d'une part avec les représentants de la production et d'autre part avec le régulateur, des règles qui soient adaptées à leurs caractéristiques propres, d'où une logique d'un décret qu'on appelle pompeusement supplétif, c'est-à-dire qui fixe des règles par défaut, mais des règles dont on peut s'écarter dans une certaine mesure, c'est pas non plus open bar, mais avec de larges possibilités de ce qu'on appelle de modulation conventionnelle. En somme, l'idée c'était de faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Effectivement, c'est très clair. L'intention politique qui était là est très bien exprimée et résumée. Donc j'en retiens que le but c'était d'arriver à un équilibre qui soit marqué surtout par une notion d'équité entre les différents acteurs et qui soutienne évidemment les sujets qui tiennent à cœur à la France, qui sont, on l'a cité, l'accès à la gratuité, la diversité sous toutes ses formes, évidemment l'indépendance qui est le titre du colloque et qui est particulièrement marqué. Alors, habile transition effectivement vers le régulateur, parce que le régulateur national s'est fait donner une mission assez large et complexe quand même de trouver cet équilibre, et ce qui fait qu'on s'interroge sur la façon dont l'ARCOM a pu mener justement cette négociation complexe. On s'interroge également sur les moyens de contrôle de ces obligations, puisque maintenant qu'on a l'intention, il faut également s'assurer qu'elle est mise en œuvre, et également, dernier point, l'articulation, comme on l'a cité, entre le régulateur national, les régulateurs européens, puisque ces obligations sont certes nationales, mais elles s'insèrent, ne serait-ce que par cette logique de pays de destination et de pays d'origine, dans des questions assez complexes qui touchent à la fois au contrôle, aux données par exemple. Voilà, donc je suppose que cette question est au cœur des préoccupations de Roch-Olivier Mestre. Alors en effet, je remercie beaucoup Jean-Baptiste de s'être occupé du régulateur de façon intense, puisque dans l'édifice réglementaire et législatif de la période récente, le régulateur est loin d'être absent, puisque ce régulateur est métamorphosé. Il a changé de nom, mais pas seulement de nom, il a changé de périmètre d'attribution, il a changé de compétences et de moyens dans des proportions très significatives au regard de son histoire. Alors peut-être plusieurs remarques dans le prolongement de ce que vient de dire Jean-Baptiste. D'abord, nous avons participé à chacune des étapes du processus. Tout ça pour dire que la régulation aujourd'hui, Karim le dira sûrement mieux que moi, est maintenant très européenne dans sa dimension. Donc on a participé à la genèse de la transposition, de la modernisation d'abord de la directive, donc de l'élaboration de la directive SMA, ensuite de sa transposition par les avis qu'on a donnés sur les textes, législative pour la transposition, réglementaire pour le décret SMAD, et puis ensuite pour la mise en œuvre de ce texte sous deux angles. Alors d'abord au sein du groupe des régulateurs européens, puisqu'avec nos homologues irlandais, on a élaboré ce qu'on appelle un MOU, Memorandum of Understanding, qui est un texte important, puisque dans la mise en œuvre de la directive SMA, il faut que les régulateurs aient une approche homogène. Et donc avec ce texte, on a essayé de déterminer avec nos partenaires, l'ERGA a adopté ce mémorandum, une règle du jeu qui nous permet de nous assurer que les échanges d'informations entre régulateurs se feront de façon rapide et fluide, puisqu'on aura besoin de cette dimension, que l'information circule bien entre nous et que l'interprétation qu'on fait du texte se fait de façon homogène. Et puis bien évidemment au niveau national, au regard des missions qui nous sont données à ce titre, on s'est attaché à opérer une transposition concrète, rapide de ce texte, avec un conventionnement donc, que nous avons opéré le mois de décembre de l'année dernière, donc pour ne pas rater l'échéance de l'année dernière, de l'année 2021, puisque chaque année compte au bénéfice de la création. Donc conventionner les 3 SMAD les plus importants, donc Netflix bien évidemment qui va être le principal contributeur, Amazon et Disney, et derrière d'autres SMAD qui sont en cours également de mise en place. Je pense à Canal+, à OCS, et puis toute une série d'opérateurs de taille un peu plus petite au regard des enjeux financiers, mais qui sont couverts par le dispositif. Le choix qu'on a fait, c'est celui du conventionnement. Je crois que c'est l'esprit du décret. Le décret
privilégie le conventionnement, même s'il permet de notifier les obligations, le cas échéant, si le conventionnement n'est pas possible. On a privilégié le conventionnement pour bien faire rentrer ces grands acteurs dans notre dispositif de financement de la création, dans une approche conventionnelle qui évite l'approche potentiellement contentieuse. Et je crois que ce conventionnement traduit bien la volonté aussi de ces acteurs. Jean-Baptiste a bien fait de le souligner, je pense que la représentante de Netflix pourra nous le dire, la volonté de ces acteurs de s'inscrire dans le modèle de financement de la création française, de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème très, très particulier, très singulier qui est le nôtre. C'est un dispositif, vous l'avez dit, donc, qui se traduira par une contribution à hauteur de 20% du chiffre d'affaires réalisé en France par ces opérateurs, sur une estimation pour la première année pleine d'application, donc qui sera l'année qui s'exécute en ce moment, que nous estimons entre 250 et 300 millions d'euros. Donc c'est des sommes très importantes qui viennent en plus, Jean-Baptiste a très bien fait de le souligner, et non pas en substitution, en plus, et c'est des sommes qui vont progresser. D'abord parce que d'autres plateformes sont d'ores et déjà annoncées, on le sait. Je pense à HBO Max, dont la diffusion en France est d'ores et déjà annoncée probablement au début de l'année prochaine, et qu'on est dans une période en même temps de dynamisme de ces plateformes, soit en nombre d'abonnés, d'une part, avec une progression du nombre d'abonnés. Disney est arrivé en France très récemment, en réalité, donc on est au début du processus, soit par une augmentation de leurs tarifs. On voit bien dans la politique de Netflix, par exemple, la progression très significative des tarifs. Donc l'assiette va être dynamique, et donc les chiffres qu'on évoque, 250 à 300 millions, vont évoluer de façon dynamique dans les années qui viennent. La répartition donc est connue, 20% pour le cinéma, 80% pour l'audiovisuel. C'est une répartition qui peut éventuellement évoluer. Jean-Baptiste a très bien fait de souligner que dans la réglementation telle qu'elle est mise en œuvre, des facultés de souplesse existent. Les conventionnements que nous avons conclus, les conventions que nous avons conclues ont été conclues pour une période de 3 ans, qui est une période courte, précisément pour prendre en compte les évolutions inéluctables qu'on va connaître, l'arrivée d'autres plateformes, et puis l'évolution même des formats de ces plateformes, qui vont vraisemblablement s'enrichir du fait d'une concurrence très, très forte entre elles. L'offre va probablement évoluer. Donc 20% pour le cinéma en l'état actuel des choses, 80% pour l'audiovisuel. 95% du financement consacré à l'audiovisuel sera consacré à des œuvres patrimoniales, donc la fiction, le documentaire, l'animation. Et puis 75% donc, qui sera consacré à des œuvres originales françaises. Le décret permettait une modulation dans des fourchettes plus basses ou légèrement plus hautes. On a retenu ce taux au terme de nos échanges avec les plateformes, en prenant en compte le fait que c'est des plateformes qui sont implantés au départ à l'extérieur de notre territoire et qui ont, ça a été rappelé, une obligation aussi d'exposer 30% d'œuvres européennes. Donc la directive SMA, c'est une réglementation européenne. Certes, notre réglementation a pour but de protéger les auteurs français et les créateurs français, mais c'est aussi une réglementation européenne qui a pour but de défendre également une exception culturelle européenne. On a pris en compte ce facteur. Et puis, troisième dimension que nous avons pris en compte, c'est effectivement des critères de diversité avec des clauses particulières qu'on ne retrouve pas systématiquement chez nos opérateurs nationaux. Donc ça, il faut le souligner, c'est un élément supplémentaire, puisque chacune de ces plateformes se voit imposer 2 clauses de diversité, soit en faveur du documentaire et de l'animation, ou en faveur du spectacle vivant. C'est la première fois, ça sera le cas pour la plateforme Amazon, qui a une obligation de diversité en matière de spectacle vivant. Donc voilà, une volonté de mettre en œuvre de façon ambitieuse ce texte, une volonté de le faire dans des délais rapides, de ne pas rater l'échéance de 2021 que j'ai rappelé, et une volonté également de nous inscrire dans ce qui est la grande tradition française des négociations interprofessionnelles. Alors ça va être le cas pour le cinéma. Pour le cinéma, nous avions choisi de notifier les obligations à ces plateformes parce qu'il nous manquait un paramètre très important qui s'est conclu hier, qui est la chronologie des médias, qui faisait l'objet d'une longue négociation. Elle est maintenant acquise, elle est maintenant signée. Et donc nous allons conventionner maintenant sur la partie cinéma, Netflix, typiquement, qui a été signataire de la chronologie des médias, qui va rentrer. Donc sa convention va être modifiée pour prendre en compte les paramètres concernant le cinéma, sa contribution au cinéma et notamment les clauses de diversité en matière de cinéma.
Et nous souhaitons, nous l'avons dit aux plateformes, nous l'avons dit aux syndicats concernés également, que sur la partie audiovisuelle, eh bien, la négociation, comme elle a toujours existé dans le secteur, puisse aussi se nouer pour voir comment on peut améliorer éventuellement le dispositif conventionnel tel qu'il a été mis en place et faire vivre ces conventions. Donc voilà, et c'est une phase importante aussi pour le régulateur, parce que comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est un peu la nouveauté de cette approche. C'est un parti pour lequel nous avons beaucoup plaidé dans cette période où les choses changent très vite, bougent très vite. Il est très important que le régulateur, pardon de cette lapalissade, ait la faculté de réguler. Et donc pour ça, il faut que la réglementation laisse un espace à la régulation. Et je pense que c'est un élément très important dans tous les textes qui ont été adoptés l'année dernière, c'est d'introduire cette capacité de souplesse, cette modalité de régulation, tout en laissant à la négociation interprofessionnelle sa place. Donc on a un édifice qui, à mon sens, est plus souple, qui fixe un cadre législatif et réglementaire d'ensemble, qui fixe une architecture d'ensemble, qui prévoit la possibilité d'une négociation interprofessionnelle qui s'imposera chaque fois au régulateur, mais qui donne aussi au régulateur une capacité de souplesse pour tenir compte d'un monde qui change extrêmement vite. Voilà, c'est une étape majeure pour le secteur et je veux souligner aujourd'hui que c'est une étape qui, à ce stade, n'a aucun équivalent en Europe. Dans les taux de contribution qui ont été retenus dans la réglementation, qui ont été mis en œuvre par le régulateur, je n'ignore pas en disant cela les critiques qui ont pu être faites au régulateur, mais je rappelle que le dispositif que nous avons conclu, qui est le fruit d'une négociation aussi avec des acteurs. Ce n'est pas le régulateur tout seul qui fixe la règle. On semble parfois l'oublier. Il y a une négociation aussi avec des partenaires. Le résultat, c'est quelque chose dont on n'a aucun équivalent aujourd'hui en Europe et de très loin. Même si nos amis italiens sont probablement ceux qui vont se rapprocher le plus de notre dispositif. Mais on est très loin de la situation qu'on observe dans les autres pays. Karim, je pense, pourra le dire. Merci beaucoup. Effectivement, il semble que le système, en tout cas français, où l'arsenal est particulièrement complet et que tous les textes ont été pris avec le délai qu'on a indiqué. Alors, comme je l'avais indiqué en introduction, effectivement, on s'aperçoit qu'au niveau européen, on est sur des domaines très différents. Je cite ça de tête et je dois me tromper sûrement, mais je crois que l'Espagne, ça doit être 5%, l'Allemagne, ça doit être 2,5%, parmi quand même des grands pays de cinéma, qui sont sur des sommes quand même visiblement plus basses. Et je voulais m'adresser justement au patron du CSA belge et patron de l'ERGA, donc du groupe des régulateurs, qui est un groupe, je crois, pour notre audience un peu particulier parce qu'il émane en quelque sorte de la commission en fait, puisqu'il a quand même un rôle, ce n'est pas une simple association, un simple groupe, il a un rôle puissant. Le Memorandum of Understanding qui a été cité tout à l'heure, je crois, du 3 décembre 2020 est structurant là-dedans. Mais je me demandais, et Karim Bourki pourra nous répondre, quel était le rôle de l'ERGA dans le processus de la transposition. Est-ce que ce modèle français est largement transposable chez nos voisins? Pourquoi est-ce qu'on a 16 pays qui, pour le moment, sont un petit peu en retard? Et je crois que Roch-Olivier Mestre a indiqué que ces moyens avaient été notamment renforcés dans le cadre de l'ARCOM, dans la transformation du CSA en ARCOM. Et je me demandais si l'ERGA, qui a quand même une mission assez lourde sur les épaules, a les moyens en fait d'accomplir pleinement cette mission. Merci Karim. J'aime bien remercier quelqu'un qui porte le même nom que moi. Mais beaucoup de questions là dans ton introduction. Mais pour rebondir sur ce que disait Roch-Olivier, il est clair aujourd'hui que ce qui a été mis en place en France est aussi un modèle. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Tu l'as évoqué aussi dans ton introduction. Aujourd'hui, il n'y a que la moitié des pays membres de l'Union européenne qui vont transposer l'article 13 imposant une contribution. Donc il faut chaque fois avoir ça en tête. Ce dont nous parlons et ce dont nous nous réjouissons, ces contributions à la création et à l'indépendance culturelle européenne, cette manière de faire n'est pas forcément communément partagée par l'ensemble des États européens. Et donc, ce qui a été obtenu
lors du vote de cette directive européenne, c'est quelque chose de très très important. Il faut quand même revenir en arrière et rappeler ce contexte-là, parce qu'on parle de choses maintenant qui semblent acquises, mais ça ne l'était pas lorsque ça a été négocié. Et donc le système qui est mis en place globalement est une victoire. Et ce qui a été négocié en France est aussi une espèce de benchmark par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau européen. Et je vais faire une allusion locale très brièvement. J'ai été saisi en tant que président du CSA belge d'une nouvelle proposition de la ministre des Médias et du secteur, pas plus tard qu'hier, qui rejoint les pourcentages qui ont été adoptés au niveau français, et avec les propositions, et grosso modo dans les lignes des propositions de conventionnement qui ont été signées par le CSA français. Donc on voit qu'on est dans l'évolution d'un système qui ne va pas de soi, mais qui est encore assez jeune. Donc demander comment on va faire en sorte, comment on va vérifier la bonne réalisation des obligations qui vont être décidées dans le petit club, si je puis me permettre, des États qui auront décidé de transposer l'article 13, c'est quelque chose qu'on va vérifier. C'est un peu tôt aujourd'hui pour parler de bilan, très clairement, puisque beaucoup de pays aussi ont pris du retard dans la transposition de la directive, et donc on va un peu voir comment ça va fonctionner en marchant. Et si on réorganise cet événement l'année prochaine, on en saura déjà beaucoup plus. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que clairement, le secteur dans les pays qui ont décidé de transposer est en grande attente de cela. Et il faut faire très attention parce que le diable pourra se nicher dans les détails, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faudra voir véritablement la bonne application, le bon échange d'informations. Roch-Olivier a parlé du Memorandum of Understanding. C'est très très important d'échanger avec les pays évidemment dans lesquels ces plateformes sont installées. Au niveau belge, au niveau français, nous avons évidemment des discussions avec Netflix et avec nos homologues néerlandais, puisque Netflix est installé en Hollande. Et cet échange d'informations, la bonne circulation de l'information sera évidemment crucial pour la bonne application de ces décisions. Mais il faudra aussi voir comment le marché va se structurer. On a assisté en 5 ans à une explosion, évidemment, de la disponibilité des plateformes. Et pour reprendre le mot de quelqu'un du secteur audiovisuel français qui avait fait à l'époque couler beaucoup d'encre, il faudra s'assurer que les téléspectateurs gardent du temps de cerveau disponible pour aller sur ces plateformes et pour faire en sorte que finalement la création indépendante qui est censée être soutenue par ces mécanismes le soit véritablement. Donc il faudra vraiment voir comment le marché va structurer, comment les nouveaux entrants vont arriver, parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles disruptions du marché avec l'éventuelle irruption sur le marché d'acteurs comme Facebook ou comme d'autres. Donc je regarde Delphine Ernotte aussi. J'imagine que vous n'étiez pas ravi l'année passée ou il y a 2 ans quand Amazon a négocié le rachat de la retransmission de Roland Garros, alors que France Télévisions avait soutenu pendant une très nombreuses années la popularité de ce tournoi. Donc on voit bien qu'on n'est pas à l'abri, même pour des sujets aussi symboliques que des événements comme Roland-Garros, de voir une disruption du marché quand des acteurs rentrent sur un marché et mettent beaucoup d'argent sur la table. Donc il faudra un peu voir comment ça va se fonctionner à l'avenir. Mais très clairement, l'ERGA va continuer à monitorer ça. C'est dans notre programme de travail pour l'année prochaine. Donc on va continuer à échanger des informations avec les pays qui auront mis en place ce système pour dégager des bonnes pratiques. Sur la mise en place, sur le contrôle, sur toute une série d'autres sujets qu'on va certainement évoquer dans la suite du débat, notamment la mise en avant des contenus européens, parce qu'il ne faut pas seulement qu'il y ait un catalogue, il faut qu'on voit le catalogue. Qu'est-ce qu'on considère comme un producteur indépendant? Quels sont les critères qu'on va utiliser? Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on va aborder au sein de l'ERGA cette année.
Merci beaucoup. Effectivement, les sujets qui sont abordés sont des sujets qui sont vraiment au cœur des préoccupations. Je pense notamment à la question des catalogues européens. C'est quelque chose qui a été évidemment abondamment cité dans la table ronde précédente sur la visibilité, la désirabilité, comment est-ce qu'on met l'accessibilité de ces catalogues et comment veut-on créer une culture commune, un imaginaire européen collectif si ce qui est à la base ou ce qui est le support de cet imaginaire collectif n'est pas accessible et noyé dans un espèce d'océan de données. Donc, alors, je comprends que vous n'avez pas complètement répondu sur la question des moyens de l'ERGA et de sa possibilité. Je peux y revenir. Je peux y revenir. Les moyens de l'ERGA au jour d'aujourd'hui, c'est les moyens des régulateurs. L'ERGA n'a pas de dotation publique, donc très clairement, c'est les régulateurs eux-mêmes qui font le travail. Et effectivement, la multiplication des tâches que l'on demande à l'ERGA va poser la question de ces moyens. Dans le panel précédent, il y avait la députée européenne, Madame Ferrand, qui m'avait interrogé en commission la culture au Parlement européen, savoir si finalement les régulateurs vont en avoir les moyens. Très clairement, il y a une disparité de moyens où on voit il y a des grands régulateurs, le CSA, nos amis italiens, nos amis allemands, qui ont de grands moyens, des grandes équipes qui vont pouvoir faire le travail. Mais je dirais, la mise en commun des ressources qui existent à l'ERGA permet à des régulateurs de taille moyenne, comme le CSA belge, ou de plus petite taille encore, de faire le travail. Mais la question de la dotation de moyens pour s'assurer que les différentes provisions qui sont prévues dans les textes soient mises en œuvre est très clairement sur la table aussi pour l'avenir. D'accord, donc il y a quand même une asymétrie en fait entre les acteurs. On peut difficilement voir des groupes mondiaux se constituer avec une puissance assez forte, qui est objective, et avoir un régulateur qui serait en quelque sorte désarmé. Mais je crois que Roch-Olivier... Oui, je voulais juste peut-être compléter sur ce point. Bon, dans la réglementation française, donc, dans tous les textes qui sont relatifs à l'ARCOM, l'ARCOM voit ses pouvoirs très sensiblement renforcés. Nous avons accès bien évidemment à toutes les données du CNC avec lequel nous dialoguons de façon régulière. Nous avons accès aux données fiscales, ce qui est un élément important dans la détermination de l'assiette des obligations. Les plateformes sont elles-mêmes tenues vis-à-vis du régulateur dans le respect du secret des affaires qui s'impose à nous-mêmes de nous communiquer les données. D'ailleurs, dans la phase de négociation que nous avons menée à l'automne, nous avons eu un long temps d'échange avec les plateformes, de questionnement pour rassembler l'ensemble des données qui étaient nécessaires pour l'exercice de notre propre mission. Et puis, dans l'échange avec nos homologues européens qui accueillent ces plateformes sur leur territoire, donc grâce au Memorandum of Understanding qu'on a évoqué à plusieurs reprises, on a cette fluidité d'échange qui nous permet à la fois de partager nos informations chaque fois que nécessaire, en préservant là encore le secret des affaires quand il doit être protégé, ou d'obtenir les informations dont on a besoin. Donc en tout cas pour ce qui concerne la France, dans le contrôle de ses obligations, qui est une mission traditionnelle du régulateur, le régulateur sera armé dès cette année pour s'assurer de la façon dont les plateformes respectent ou ne respectent pas leurs obligations. Et si elles ne les respectent pas, eh bien, les dispositifs de sanctions traditionnels du régulateur pourront s'appliquer de façon d'ailleurs plus rapide, puisque dans la transposition de la directive, notre faculté coercitive en la matière a été prise en compte. Donc on pourra tout à fait sanctionner les plateformes, le cas échéant. Je ne pense pas que ce soit l'esprit des relations que nous avons nouées, mais qui sait. Donc en tout cas, cette possibilité demeurera pour l'ARCOM, cher Karim. Il faut que tu t'habitues. Maintenant, on ne s'appelle plus le CSA, c'est l'ARCOM. Merci. Donc je comprends que le système, en tout cas, d'obligation, de contrôle et de sanctions au niveau national est particulièrement verrouillé. Mais évidemment, tout ce système n'a d'intérêt et n'a de présence que pour le secteur économique qui est derrière. En fait, il n'est pas autoporté. Il a évidemment des effets dans la vie réelle. Alors on a, Karim Bourki a cité... par malice, la question de la disruption et notamment de l'arrivée de plateformes ou
d'opérateurs dans des domaines traditionnellement occupés par d'autres opérateurs classiques. On a cité Roland-Garros, on pourrait évidemment citer certains matchs de la Ligue 1 pour d'autres opérateurs. On a tous suivi les soubresauts de tout cela qui d'ailleurs ont peut-être aussi des impacts sur les financements du cinéma in fine, puisque les sommes ne sont pas extensibles à l'infini. Il peut y avoir un système de vases communicants. Et donc je me demandais, et l'audience se demandait quel était le point de vue de Delphine Ernotte au nom de France Télévisions sur le bilan et les perspectives dans la vie réelle de cette directive, de cette transposition. Merci. Je voudrais tout d'abord donner un tout petit éclairage européen de ma place à l'Union des télévisions et radios publiques européennes pour dire que quand on est français et qu'on parle et que je parle avec mes homologues, je fais toujours attention à mon vocabulaire parce que au fond la France est vue comme un peu atypique en matière de culture. Donc je change le souveraineté culturelle en diversity pour ne choquer personne parce que voilà, on est. Alors évidemment je défends ce modèle et je rappelle toujours que si on a un cinéma français aussi vivace, c'est bien parce qu'on a une exception culturelle française. Et ce que je voudrais dire là, c'est que je suis, moi, en tant que Française, très très fière de ce qui a été accompli dans ces négociations, parce que je trouve que le cadre est modernisé, vraiment modernisé. Je crois qu'il y a une grande fermeté de principe, et notamment la reconnaissance, la juste rétribution et la propriété des créateurs, producteurs et auteurs. Donc on a réaffirmé ce principe-là, et comme le disait le président de l'ARCOM, avec pour autant un édifice assez souple où la régulation a toute sa place. Et pour moi, c'est totalement l'exception culturelle française interprétée par la construction européenne, c'est-à-dire qu'on n'est ni totalement loi du marché, on n'est ni totalement guidé par une directive purement nationale, mais on interprète au fond notre exception culturelle à l'aune de l'Europe, avec un poids de la régulation très important. Donc je trouve que c'est assez remarquable. Et pour avoir échangé avec mes homologues, je trouve qu'on peut toujours railler les longs mois de négociations, mais elles aboutissent. Tout le monde fait des concessions. Et ça, voilà. Donc je me suis rendu compte en discutant avec mes homologues que ce que je pensais être un peu un défaut français est en réalité une énorme force. Et donc je crois que ça, on peut le saluer, et il faut le dire. On a modernisé de manière assez remarquable notre univers. Alors si on l'a fait, c'est, je pense, parce qu'évidemment la culture a une place en France absolument prédominante, mais c'est aussi, et je pense que c'est important de le dire, dans notre intérêt économique. C'est une industrie. Et je le dis souvent, mais au niveau européen, les industries culturelles et créatives, donc, qui embrassent plus large que l'audiovisuel et le cinéma, qui embrassent aussi l'édition, la musique, c'est un secteur extrêmement fort de l'Europe. La balance commerciale est excédentaire, ça veut dire que l'Europe exporte plus qu'elle n'importe. Et donc c'est un appui pour créer de la richesse en Europe. Et c'est vrai, en France aussi. Nous, on a fait une étude récente pour essayer, dans le contexte politique qui est le nôtre, où tout le monde veut supprimer la redevance, de montrer qu'en fait, quand on mettait 1 euro de redevance dans France Télévisions, on créait 3 euros de PIB pour la France. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a tous les salariés qui travaillent sur le territoire, mais parce que dès qu'on investit, et notamment dans la création, en réalité, c'est beaucoup de métiers qu'on met en œuvre. On crée, quand on tourne par exemple une fiction dans une ville, on crée beaucoup d'appels d'air économiques pour la ville en question. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à notre gouvernement, puisque le président de la République a annoncé dans France 2030 un plan pour justement favoriser l'investissement dans les studios en France, qui sera piloté par le CNC qui nous accueille. Donc on voit que finalement, ce qui était vu peut-être comme une particularité française reste une particularité française, mais qui pour moi, est un facteur de développement économique extrêmement fort. On le dit aussi au niveau européen, l'industrie culturelle et créative, les industries culturelles, ça pèse plus que l'automobile. Hein. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit sujet.
Donc tout ça est extrêmement positif aussi pour des questions économiques. Après, si je me remets dans mes chaussures à moi de service public, et si, étant service public, étant dans cet écosystème, je ne peux que me féliciter que cet écosystème soit conforté dans ses principes, il y a quand même quelques inquiétudes que vous avez mentionnées, qui sont celles de se voir un peu évincé d'accès à un certain nombre d'événements. Alors là, on a parlé des événements sportifs. La première chose qui nous inquiète, c'est d'être évincé d'un certain nombre de créations et même de créateurs. On voit déjà poindre une guerre des talents. Je cite souvent cet exemple qui commence à être ancien, mais c'est vrai que Fanny Herrero, qui a développé pour nous la série 10%, est désormais sous contrat à Netflix. Je comprends tout à fait Netflix et je vous félicite d'avoir recruté cette showrunneuse absolument remarquable, mais en attendant, voilà, on peut plus travailler avec Fanny Herrero. On peut plus travailler non plus avec Omar Sy. Bon, est-ce que c'est dramatique? C'est dommage, mais voilà. Donc, on sent qu'il y a chez ces grands médias mondiaux des moyens que nous n'avons pas chacun chez nous ou à notre échelle nationale. Et donc, ça, c'est une source d'inquiétude. C'est exactement la même chose sur les droits sportifs. Amazon, en l'occurrence, a pu aligner des chiffres que nous ne pourrons jamais aligner. Donc, voilà, à quel moment on va considérer que les opérateurs traditionnels sont évincés d'un marché? Alors, je voudrais rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, que nous sommes peut-être nationaux et pas mondiaux, mais nous sommes un pilier essentiel de la création, en tout cas en France. France Télévisions, c'est 500 millions d'euros par an. Cinéma et création en France. Donc, on est très content que 300 millions se rajoutent, mais il ne faudrait pas qu'on perde pour autant les 500 millions qui sont là depuis des années et qui sont en plus investis dans la création indépendante avec un souci de diversité extrêmement fort, qui n'est pas juste le souci que nous avons, mais qui est aussi inscrit dans notre cahier des charges et dans nos contrats d'objectifs et de moyens. Donc c'est un pôle de stabilité absolument essentiel pour les créateurs et les producteurs français. Donc voilà, on va voir comment tout ça évolue dans le temps. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que de la même manière que ça n'est pas forcément mon intérêt de diffuseur gratuit d'avoir Netflix qui va produire des fictions françaises, mais c'est mon intérêt au sens où ça fait partie d'un écosystème. Donc j'espère que chaque acteur de cet écosystème, les producteurs en l'occurrence, sauront aussi trouver la juste balance entre les grandes plateformes américaines et les diffuseurs nationaux qui sont aussi importants. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est que là, on a sécurisé en quelque sorte 300 millions d'investissements dans la création. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on sécurise les 500 millions de France Télévisions. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que on ne sait pas comment le service public va être financé en 2023. Donc ça me semble, maintenant qu'on a fait tout ça, alors je pense qu'il faut qu'on change un tout petit peu de priorité, qu'on se dise, oups, au fait, j'ai sécurisé les piliers avant de mon siège. Il ne faudrait pas que vous voyez, les piliers arrière là, se cassent la figure. Là, je risque de verser en arrière. Voilà, donc ça me semble être une priorité. Mais je crois qu'on la partage ici. Merci, je crois que l'ensemble des acteurs auront bien noté le nécessaire équilibre des pieds avant et arrière et des financements tant nationaux que des contributions additionnelles des plateformes. Effectivement, alors peut-être le sujet que vous avez abordé est un sujet évidemment qui est au cœur de nos préoccupations en fait, qui est la question de savoir quel effet, notamment sur cette guerre des talents à venir ou en gestation, l'arrivée des plateformes pour schématiser peut avoir sur l'écosystème. On traitera peut-être la question juste après, je passerai la parole à Netflix, notamment pour qu'il puisse donner, puisque je crois que Netflix a été cité sur Omar Sy et Fanny Herrero en termes
signature de contrat d'exclusivité ou pas d'exclusivité. Peut-être juste avant, j'aimerais bien entendre le point de vue justement du Club des producteurs européens sur la question de la transposition de la directive et les attentes qui sont celles des producteurs européens, avec une question évidemment importante qui est celle de l'indépendance des producteurs européens qui est au cœur, je crois, de ces questions-là. Il y a eu le Memorandum of Understanding du côté de l'ERGA. Il y a un code de bonne conduite qui a été mis en place par l'EPC. Et je pense que Gudny Himmelpfoll peut nous donner des précisions sur ces questions-là. Est-ce qu'elle attend en fait de cette transposition? I had to listen to the last translation, so that's why. And I do hope I can highlight. Eh bien, il a fallu que j'attende la fin de la traduction, mais bien sûr, j'espère pouvoir vous éclairer. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il est très important d'avoir cette régulation. C'est vraiment d'une importance majeure. Et en vous écoutant tous aujourd'hui et en sachant que la France est le meilleur élève de la classe, eh bien, je pense qu'on aimerait tous être français. Alors, pas toujours, hein, mais en tout cas, quand on parle de production, oui, ça c'est sûr. Et donc, il est également très important de voir que c'est très différent dans les pays différents. Enfin, je veux dire, moi, je viens de la Norvège. La Norvège est un pays riche, certes, mais il n'y a pas beaucoup de capacité quand on parle de langue. Et si vous allez dans les pays de l'Europe de l'Est, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas mis en place encore, on n'a pas transposé encore la régulation. Mais le monde change tellement vite qu'on a vraiment du mal d'ailleurs à mettre en œuvre en raison du changement des règles que cela signifierait, etc. Donc, en tant que producteur indépendant, tout ce que nous pourrions faire, c'est de voir de quelle manière cela va se faire, cette transposition, cette mise en œuvre. Et quelles sont les œuvres européennes, je veux dire, de voir de quelle manière on va l'adapter. Est-ce que ça va concerner uniquement la langue ou pas? Alors évidemment, ceux qui font du streaming, ils ne peuvent pas aller dans tous les pays. Ben, la Lituanie, elle a 1,2 million d'habitants. Donc voilà, ça ne va pas être facile. On doit quand même aussi aider les gens pour voir de quelle manière mettre en œuvre. Parce que tous les pays européens ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est ça qui fera grandir aussi la diversité dans les systèmes culturels européens. Et bien sûr, nous sommes des producteurs indépendants et donc on sait qu'on n'est pas les plus importants. Mais néanmoins, on a la responsabilité de la créativité et de montrer des travaux, des talents. Et en tant que producteur, il faut toujours développer, faire quoi? Une dizaine d'œuvres. Enfin, il faut travailler sur une dizaine de projets pour pouvoir en financer un. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé si dur. Et c'est pour ça aussi qu'on veut de la régulation. Mais je sais que c'est très difficile, je vous l'ai déjà dit, ça va changer le modèle de tout le monde. Ça va changer le modèle des streamers en particulier, dont ils avaient besoin pour faire leur travail, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, le mot durabilité aussi est important au sein de nos écosystèmes. Et il est donc important d'avoir des producteurs indépendants, pas directement connectés à des grandes plateformes, etc. C'est que il y a une course effrénée aux bonnes idées. Mais nous, les petits, on a du mal à racheter les droits, par exemple, d'un livre
importants, de renommée internationale, etc., et de négocier avec des auteurs comme le font les grands. Un de mes collègues a dit, si vous voulez rester durable, hein, et si vous voulez rester dans l'écosystème, vous pouvez le voir comme... vous pouvez le prendre comme une forêt. Les oiseaux, enfin les fleurs sont toutes les créations, les animaux sont les différents acteurs, et puis les producteurs sont les arbres. Et puis la régulation, ce sera les racines. Voilà. Et donc, et c'est comme cela qu'il faut, qu'il faut considérer cette problématique. Il faut vraiment s'entraider et trouver d'autres manières de mettre en marche cette durabilité, faire un travail d'équipe européen. Et oui, je me suis un peu éloignée de la question, hein, mais... La question qui était au cœur de la production indépendante et des sujets que votre association, enfin votre groupe soutient, puisqu'en fait il y a effectivement le fameux code de bonne pratique qui reprend les sujets que vous avez cités et illustrés, avec parmi les 4 demandes qui sont les vôtres, 2 sujets dont il faut sûrement discuter. Le premier, c'est la question de la rémunération, et une rémunération juste et proportionnée pour les producteurs indépendants, avec par exemple une rémunération, c'est la demande que vous faites, qui soit proportionnelle à l'audience sur les services VOD par exemple de leurs œuvres, et donc évidemment la capacité à évaluer cette audience de façon indépendante sûrement là aussi. Et au-delà du sujet de la rémunération, il y a la question que vous soulevez là, qui est la question de la sauvegarde de la propriété intellectuelle, qui est attaché aux œuvres, avec l'éventuel déséquilibre en fait entre les producteurs et les diffuseurs, les plateformes qui peuvent amener des deals, en tout cas, enfin des accords qui sont un peu à prendre ou à laisser sur la question des droits, avec des sujets très concrets comme la question des séries, sur le fait que quand on a développé, comme vous l'avez dit, une série, on en a peut-être tenté d'en développer 10, il y en a une qui marche, et on est des fois contraint d'abandonner les droits sur les suites, les préquels, sur d'autres aspects de la propriété intellectuelle, ce qui est une des demandes que vous soutenez, qu'on puisse prendre ça, la rémunération et la question des droits de façon équilibrée. Ce qui fait que, en fait, là, on a sur la table, je veux dire, 2 questions différentes et importantes sur lesquelles on peut s'interroger collectivement. La question, donc, rémunération, audience, droit de propriété intellectuelle, et l'autre question qui était le corollaire qui avait été évoqué par Delphine Ernotte, qui était le fait que, vu les sommes qui sont en jeu, et pas celles des obligations, mais déjà qui sont déjà amplifiées par les sommes que mettent les plateformes, par exemple, dans la création, qui dépassent de très loin la question des sommes, et comme le disait Jean-Baptiste Gourdin, le billet d'Alain Ludibérder, de s'interroger sur le fait de savoir si, comme on ne le sait pas exactement, si les plateformes, par exemple, n'étaient pas, dans certains cas, déjà à 20% ou 25% de contribution naturelle, mais que par contre, on mettait un socle en faisant cela pour éviter un effet d'éviction un jour. Mais vu les sommes qui sont mises en place, on pourrait craindre une guerre, enfin on peut se demander si on va vers un effet de volume ou un effet de prix, pour parler de manière purement économique, mais pour dire les choses en clair, est-ce que les sommes, si l'on considère qu'il y a 300 millions qui seront mis en place, ces sommes-là iront-elles sur une grande diversité de films, une diversité qui irait de films de moyen budget, de petit budget, de gros budget, ou est-ce qu'au contraire, on risque d'assister à la concentration de ces sommes-là sur un nombre de franchises, de films très restreints, à gros budget, avec une guerre des talents, dont l'exemple d'Omar Sy ou de Madame Herrero sont des exemples, mais qui peuvent peut-être se reproduire dans le futur. C'est pour ça que c'est sûrement un peu tôt pour tirer un bilan, mais c'est là-dessus qu'on souhaiterait avoir peut-être l'avis de Netflix et le vôtre également. Mm. I think it's, first of all... Tout d'abord,
avec le streaming qui vient en Europe, c'est fabuleux, surtout pour les producteurs, en contradiction avec ce que je viens de dire. Mais on a eu de la chance. En venant d'un pays à faible capacité, tout d'un coup, il y avait ces séries. J'ai produit une série qui s'appelle Occupy, qui était très populaire en France. Et ensuite, Netflix est venu, a fait l'acquisition et a aidé à le financer pour pouvoir le diffuser, même si c'était des diffuseurs publics. Cela a aidé à promouvoir des œuvres venant des pays plus petits. Il faut trouver donc un équilibre, je pense. On n'a pas besoin de tout avoir, on peut partager, et c'est ce que nous faisons. Nous, dans les pays nordiques, nous avons joué un rôle important pour ce qui est du digital. Il y a les sociétés de streaming qui rachètent beaucoup dans les pays nordiques, plus qu'en France, même si nous sommes plus petits et nous n'avons pas le même budget. Par conséquent, ce que nous craignons parfois, c'est que des producteurs plus jeunes, si cela ne dérange pas, d'essayer de créer et de mettre en place une activité européenne, on pourrait finir par se trouver entre les mains d'autrui et ne pas tout maîtriser. C'est ça notre lutte. Parce que je travaille avec les sociétés de streaming. Donc nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que les autres, mais nous n'avons pas le pouvoir de négociation. Même si nous avons beaucoup d'organisations, mais on doit essayer de voir si on peut réaliser cela à l'avenir, c'est-à-dire partager un peu de la propriété intellectuelle, ce qui nous donnerait un écosystème plus sain. Les représentants de la production, de la du service public et de la régulation. On s'est beaucoup exprimé sur la question des plateformes et Madeleine doit avoir un point de vue sur ces sujets-là, notamment par exemple, c'est juste de la prospective à ce stade-là, mais sur la question de savoir est-ce qu'une guerre des talents arrivera bientôt ou n'arrivera pas, et quel impact cette transposition va avoir sur Netflix en particulier. Thank you. It's wonderful. Merci, c'est formidable d'être là. Ah, je m'entends parler moi-même. Désolé. Donc, beaucoup de questions, des points de vue très intéressants. Merci beaucoup. Mais peut-être il faudrait prendre recul et fixer un contexte, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'âge d'or de la production de contenu. Il y a des possibilités infinies pour les créateurs aujourd'hui. Vous voyez des investissements, pas simplement par nous, mais de plus en plus d'investissements avec beaucoup d'opportunités pour de contenu européen, pour se développer, pour donner de plaisir et une meilleure compréhension de contenu européen à travers le monde. Et c'est très positif. Mais nos investissements, pour nous en tant que Netflix, depuis 3 ans, il s'agit de 4 milliards, de chiffres considérables. Et nous avons l'intention de rester et de grandir encore, parce que nous pensons que le contenu européen est fabuleux. On l'adore et on le voit. Et nos membres aiment énormément le contenu européen. Par conséquent, nous sommes très motivés, nous-mêmes, à investir profondément dans les relations avec la communauté des producteurs. Parce que on travaille toujours en partenariat avec les producteurs et avec plus de 300 producteurs au cours des dernières années. Et nous avons l'intention de travailler avec encore plus de producteurs, avec toute une diversité de producteurs. Ça, c'est pour le contexte. On le fait, comme Jean-Baptiste le disait au début, on ne le fait pas pour des raisons liées aux réglementations, mais parce que nous sommes fortement motivés à le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on parle de la directive services et médias audiovisuels, on le voit de manière un peu plus large.
On parle beaucoup de l'article 13, évidemment. C'est ce que vous vient à l'esprit ici. Mais aussi la protection des mineurs. C'est un sujet important pour moi dans mon travail antérieur. Et aussi Netflix, c'est très important. Nous, chez Netflix, on veut également être conforme, un bon contributeur, être responsable. Et je pense que pour la protection des mineurs, c'est un bon exemple. Avant même que je ne commence chez Netflix, il y avait le système de classification qui était déjà protégé avant même la mise en œuvre de la directive services et médias audiovisuels. Et voilà comment on voudrait travailler partout. Et nous sommes les seuls, d'ailleurs, à avoir signé une chronologie média. Et c'est très important pour nous de savoir ce qui est important dans un pays et pour un cadre législatif. Cela dit, je pense que quand on regarde l'objectif de la directive qui se focalise sur la création d'un marché numérique fort, unique, pour un contenu européen fort. Et c'est un fondement très important. Le pays d'origine, c'est essentiel. Et il y a un régulateur néerlandais très strict avec qui on doit négocier chez Netflix. Et c'est une bonne chose parce que c'est une forte responsabilité détenue par tous les régulateurs. Donc, le pays d'origine, c'est important, les régulateurs également, pour faire respecter les règles. S'agissant des obligations d'investissement, bien sûr, c'est une exception par rapport au principe de pays d'origine. Une exception qui est compréhensible et qui est importante. En même temps, cela ne devrait pas nous éloigner de l'objectif de la création d'un marché très fort pour le contenu européen. Je pense que dans le contexte d'un marché fort où il y a des productions saines dans cet âge d'or, si on veut légiférer davantage et parler d'investissement, d'obligations d'investissement, c'est très bien pour nous. Mais il faut savoir que c'est essentiel pour des acteurs comme nous de continuer à faire ce que nous faisons et je l'espère qu'on pourra le faire et que la réglementation restera prévisible et juste, équitable. Il faudrait aussi voir les impacts parce que certains des sujets concernent qu'est-ce que cela va faire au niveau de la raréfaction des talents ou l'augmentation des coûts. Et souvenez-vous la raison d'être de cette directive. On veut également, et je sais que le commissaire Breton pense que c'est également important, on veut des sociétés européennes, pas américaines. Si on doit passer à travers tous ces différents systèmes, il est difficile de créer des services européens. Et la troisième chose qui est importante, c'est d'avoir de la souplesse. On a besoin de la flexibilité pour pouvoir travailler avec tous les différents types de sociétés de production, de talents. On veut le plus de souplesse possible. On peut travailler avec des sociétés de production importantes comme Media One, détenue par KKR, qui est une société d'investissement américaine. Mais on veut travailler avec BFT, des producteurs talentueux en Allemagne, et qui ont lancé le film sur comment vendre des drogues en ligne. Voilà ce qu'on veut faire. Et pourquoi? Parce qu'on voit que les gens, et c'est l'avantage d'être un acteur mondial, on voit que les gens aiment voir différents types de contenus. La diversité fait partie de notre modèle d'entreprise. Donc, il faut nous donner la souplesse d'exploiter cette diversité et ainsi créer, enfin, dans l'esprit même de la directive. Donc, qu'est-ce que nous faisons également pour promouvoir la diversité de talents? Nous avons un programme de co-création. Nous avons différents partenariats. Nous avons un partenariat ici avec Neil, enfin, comment ça s'appelle? Neil Visage, collecte 50-50.
et signe fabrique également. Voilà comment on montre notre engagement à l'égard de la diversité et en travaillant en profondeur dans le pays. Pour vous donner une vision de ce qui est important donc pour nous, la diversité, c'est clé parce que c'est vraiment ce qui est essentiel pour notre activité. Et dans ce contexte, on adore également travailler avec les fournisseurs de services publics. Karine, quand vous disiez, c'est un peu tôt pour voir l'impact de ces obligations d'investissement. Tout ne sera pas mis en œuvre, n'a pas encore été mis en œuvre. Il faudra du temps pour voir le résultat. Mais compte tenu du niveau sans précédent d'investissement, je pense qu'il faudrait faire une pause avant de voir une nouvelle législation pour voir comment cela fonctionne sur le marché. Et également, il faut regarder la compétitivité du marché européen. Inutile de vous en parler excessivement, mais si je parle de l'Asie, de la Corée du Nord, il y a beaucoup de concurrence également. Il faut être le meilleur chez Netflix pour continuer à pouvoir travailler pour le contenu européen. Pour conclure, nous sommes très engagés. On veut rester, nous sommes là pour durer, pour l'Europe. On adorerait travailler ensemble avec les producteurs, des producteurs différents, des talents différents. Être sûr que nous avons une relation durable. Maintenant, je réponds à vos questions. Parce que ce contexte est nécessaire simplement pour vous permettre de comprendre que quand je le dis, ce ne sont pas que des mots, c'est vrai. On veut créer des relations durables avec des producteurs de toutes sortes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour pouvoir le faire, on a absolument besoin de rendre ces producteurs heureux, sinon ils ne vont plus travailler avec nous. Par conséquent, et les gens ne se rendent pas compte, on détient moins d'un quart de l'ensemble des œuvres européennes pour ce qui est des droits. C'est une petite quantité de droits détenus. C'est un point à noter, une fois pour toutes. Nous ne prenons pas tous les droits. Nous avons une diversité d'accords différents avec les producteurs. Dans certains cas, il y aura un accord différent, mais ça dépend. Ça dépend du type de producteur, du pays dont le producteur vient, si c'est un nouveau, si le producteur veut assumer un risque ou non. Donc, nous avons beaucoup de diversité. Omar Sy, j'avoue que je l'adore. Je l'adore, il est fabuleux. Je ne l'ai jamais rencontré, hein? Même si je travaille chez Netflix. C'est frustrant. Omar Sy, il n'a pas un contrat d'exclusivité avec Netflix. Ou la dame de 10%. Ils n'ont pas d'accord d'exclusivité avec nous. Ils travaillent avec nous, mais ce n'est pas exclusif. Et dans le cas de Omar Sy, il a travaillé dernièrement sur un film cet été de France Télévisions. Voyons, j'essaie de trouver le nom. Les Tirailleurs, c'est bien cela? Excusez-moi pour ma prononciation, je regarde mon équipe. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour nous, ce n'est pas dans notre intérêt. On veut avoir le talent. Ce n'est pas juste une question d'argent. Les gens travaillent avec nous. S'ils ont la possibilité de pouvoir prendre plus de décisions sur le rendu final, comme pour 10% ou pour Omar Sy, c'est intéressant peut-être pour lui de travailler sur sa propre compagnie, société de production. On essaie d'être souple, de comprendre et de comprendre les besoins de ces talents. Et ensuite, on espère de créer des liens durables avec eux. Mais le fait d'investir également dans des écoles cinématographiques ou dans des projets comme celui dont j'ai parlé, comme Thousand, j'ai oublié le nom. Visage, oui, 1000 visages. Ce n'est pas simplement pour nous. C'est pour des sociétés de production locales et nos concurrents également. Les autres sociétés de streaming. Vous parlez tout le temps de Netflix, mais restez assurés, nous sommes confrontés à beaucoup de concurrence. Nos concurrents travaillent aussi avec le talent. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Sommes-nous fous? Non, parce qu'on veut que les talents locaux aiment travailler avec nous et qu'ils le fassent parce qu'ils le souhaitent.
ouvre un certain nombre de sujets. J'en retiens notamment que Netflix affirme ne pas détenir les droits systématiquement et ne détenir qu'un quart des droits, si j'ai bien compris ce qui a été dit sur les productions européennes, que la guerre des talents, de toute façon... Way less. Way less, mais que... Bien moins, bien moins. N'est pas avéré pour le moment parce que c'est un petit peu tôt pour cela et que les deals qui ont été cités ne sont pas exclusifs, en tout cas, que ce soit avec Mme Herrero ou avec Omar Sy. Voilà, donc l'avenir nous dira ce qu'il en est en fait, puisque c'est effectivement un environnement assez mouvant entre le nombre de plateformes qui peuvent arriver sur le marché, ne serait-ce que le marché national, dont on voit bien que les choses vont évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retiens aussi que vous avez cité le mot d'âge d'or pour la production. Je crois que ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes, notamment sur la question de l'œuvre européenne, et peut-être que les établissements financiers peuvent s'en apercevoir aussi. On s'aperçoit qu'au global, entre le cinéma et l'audiovisuel, effectivement, en tout cas dans les mois qui ont précédé, la production a été très forte. On l'a vu sur le fait que, par exemple, à un moment donné, et ça a été dit dans une autre table ronde, il était très compliqué d'avoir des techniciens, l'accès au studio, enfin au plateau de tournage. Il y avait une espèce d'embouteillage là-dessus. Alors ça, théoriquement, ça veut dire que ça doit pousser les prix à la hausse si on a un raisonnement économique pur, mais voilà, on sait bien aussi qu'avec la pandémie, il y a aussi tout un nombre d'autres phénomènes qui jouent sur l'écosystème. Mais je crois que Delphine Ernotte voulait justement rebondir sur le sujet. Non, je voulais dire à Madeleine d'abord que je trouvais vraiment très bien que Netflix et finalement avec un énorme pragmatisme soit rentré dans l'écosystème français. Moi j'étais ravie de voir votre émissaire à la table de la signature de la chronologie des médias. Donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est une démarche de votre part qui n'était pas forcément complètement naturelle, et je trouve que c'est très très bien. Après, moi j'ai deux remarques. D'abord, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure avec beaucoup de justesse, les choses elles vont continuer à bouger. Et on voit qu'il y a et Madeleine le dit aussi, il y a une compétition féroce entre ces grandes plateformes. On a vu le cours de bourse de Netflix perdre 20% il y a quelques jours. On voit bien qu'il va y avoir une tension très très forte sur le marché européen, qui est un marché très important pour toutes les grandes plateformes. Et donc dans cette perspective-là, c'est vrai que ce pragmatisme se justifie aussi d'une certaine manière, d'une façon économique. Maintenant, j'entends aussi que vous, et je comprends tout à fait votre sens des responsabilités, votre volonté d'être complètement dans cet écosystème. Il y a quand même, il y a la guerre des talents, on en a parlé, mais il y a d'autres formes d'inclusion dans l'écosystème. Ce que vous disiez très justement, c'est vrai que mon collègue, par exemple, chez Arte, dit, moi j'ai l'impression d'être la R&D de Netflix, c'est-à-dire que Bruno Patino dit souvent, on fait la saison 1, après la saison 2 nous échappe. Mon collègue de TF1, pour ne pas parler que du service public, est revenu d'un voyage aux US complètement démoralisé. C'était à l'époque du bazar de la charité, et il me dit, tu comprends, il y avait marqué Netflix original. C'est pas Netflix original, le bazar de la charité. Donc il y a tout ça aussi, je pense, qui sont des sujets qui sont pour nous en fait européens, parce que le problème, la différence fondamentale, et je me souviens très bien de Reed Hastings qui m'avait dit moi j'aime bien posséder ce que j'achète, c'est que en Europe, on considère que ce qu'on achète, la culture n'est pas possédée par celui qui l'achète, mais d'abord par ses créateurs. Et c'est ça la différence fondamentale en fait. Et donc comment est-ce que vous allez interpréter ça au fond, au day-to-day, tous les jours? Comment est-ce que vous allez aussi un peu prendre en compte que non, 10% n'est pas Netflix original, pas plus que le bazar de la charité, et que peut-être que ça aurait été bien de laisser Occupied sur Arte en fait. Voilà, c'est ça des questions très pragmatiques au jour le jour, qui vont se poser. Je ne vous demande pas d'y répondre, bien sûr, mais ça va se poser. Je ne sais pas, Madeleine, si vous voulez faire une réponse à... Yeah, I'm super happy to answer. Yeah, Oui, je serais très heureuse et je comprends parfaitement. Et nous apprenons également, nous évoluons. Dans certains cas, on ne va pas travailler... Enfin, on va mettre en place un accord avec une société de production qui ne va pas nous dire que c'est une partie importante du contrat. Dans certains cas, on ne le fait pas parce qu'il y a un tiers et on n'a pas mentionné le nom.
mais on apprend et nous sommes en train d'aller vers le fait de donner plus de crédit aux créateurs si on le peut, parce qu'on constate que c'est important. Netflix, c'est une organisation qui apprend et on peut s'améliorer. Dans certaines circonstances, on s'en rend compte davantage. Dans votre exemple, ce n'était pas une relation directe, c'était simplement un contrat qui était signé. Et par conséquent, ça ne faisait pas partie de l'accord d'avoir ce crédit qui était mentionné. Maintenant, on va faire attention à cela. On en a parlé déjà, mais ce qu'il va se passer, eh bien, chez Netflix, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer. Ça, c'est typique chez Netflix. Voilà, c'est un contenu fabuleux. Il faut donner le crédit à ceux à qui cela revient. Tout dépend de contrats antérieurs parce que parfois, il y a des parties impliquées qui ne nous posent pas la même question, ne souhaitent pas avoir ces crédits. Et maintenant, on l'examine de manière plus proactive. Mais merci beaucoup. Je souhaite justement intervenir sur le sujet, Karim. Mais je voudrais revenir sur ce que Delphine disait à un moment donné aussi. Ce serait bien que la saison 1 qui a été financée, s'il a beaucoup de succès, on puisse garder la saison 2. Je pense aussi que les flux financiers qui vont être générés par l'application de l'article 13 doivent permettre aussi aux services nationaux de continuer cette découverte de talents. L'écosystème privé, à un moment donné, il doit répondre à un actionnaire. Il a un cours de bourse. Et c'est clair que la question de la rentabilité et des profits est une question centrale pour n'importe quel acteur privé. La contribution de cet acteur privé à la richesse nationale par l'impôt ou par la taxe doit permettre alors effectivement au service public et à l'ensemble des acteurs, à l'écosystème, de pouvoir dénicher ces talents. Et donc, est-ce que c'est pas une contradiction, hein, c'est pas une contradiction du tout, mais je me dis que cette découverte des talents, cette possibilité, grâce à ce flux financier, de ne pas seulement tenter de faire évidemment le prochain intouchable, mais de se dire je vais aussi contribuer à la découverte de talents qui possiblement vont réussir, possiblement vont rater. Eh bien, c'est l'honneur aussi des services publics et des États de favoriser l'écriture, les pépinières d'écriture, les jeunes producteurs et de développer cet écosystème. Clairement, c'est toujours mieux s'il reste après, quand il gagne de l'argent sur le service public. Mais bon. Merci Karim. Je pense que Delphine voudra répondre parce que je comprends que la position hétérodoxe consiste à dire que l'on va privatiser, si j'ose dire, les gains et faire porter par la puissance publique en quelque sorte les pertes ou le tout début. C'est très bien résumé. C'est exactement, alors je vais le dire moins bien que vous, mais c'est tout à fait ça. Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des missions, et notamment du service public, que de travailler avec des jeunes auteurs, des jeunes talents. Et vous avez totalement raison là-dessus. Après, il y a quand même une nuance. Les chaînes publiques ou privées sont gratuites, accessibles à tous, pas les plateformes. Donc attention, il ne faudrait pas en effet que l'argent public finance la R&D des grands médias internationaux. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça là, quand même la nuance. C'est-à-dire on ne peut pas comparer une diffusion, et je ne prends même pas le service public, hein, sur TF1 avec une diffusion sur Netflix. Dans un cas, il faut payer 14 € par mois. TF1, rien du tout. Donc bon, vous voyez, ça quand même, attention, parce que c'est entre le CNC, France Télévisions et d'une certaine manière aussi la publicité qui est partiellement financée par des entreprises françaises, c'est quand même à la fin de l'argent de la communauté nationale. Olivier. Oui, je voulais quand même dire un mot, puisqu'on est sous présidence française de l'Union européenne. Je pense que c'est important de le dire quand même pour saluer les initiatives de l'Union européenne de ces dernières années dans le champ de la culture. Ça n'a pas toujours été le cas hein, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Et pour moi, ça fait maintenant trop nombreuses années. Pendant longtemps, l'Europe, c'était l'empêcheur de tourner en rond en matière de culture. Hein. On allait à Bruxelles pour défendre nos dispositifs de soutien. Et avoir eu coup sur coup les initiatives sur SMA d'une part, préservation de notre exception culturelle, les réglementations relatives aux droits d'auteur qu'on pourrait citer,
cette année des réglementations très importantes en matière de régulation des grands acteurs systémiques de l'Internet. Je pense au DSA et au DMA. La nouvelle initiative de la Commission européenne pour défendre l'indépendance des médias en Europe. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau sur cette maturité de l'Union européenne, qui est une chance. C'était ma première observation. Et ça milite vraiment pour être européen aujourd'hui. La deuxième observation, je trouve que Madeleine a parlé de l'âge d'or pour les créateurs, pour les producteurs. C'est vraiment, je crois, un âge d'or qui est devant nous. Et la chance qu'on a avec ces plateformes, c'est qu'elles sont en situation de concurrence. On n'est pas face à un simple monopole, on est face à des acteurs à la fois extrêmement puissants, mais qui sont en concurrence entre eux. Et donc, je crois que c'est l'assurance à la fois d'investissements très importants, d'investissements dynamiques, mais surtout d'investissements diversifiés, à la fois parce que la réglementation, d'une certaine façon, le leur impose, mais que leur modèle, leur propre modèle et leur propre rentabilité leur imposera cela. Et je ne suis pas sûr qu'on aura une offre mainstream sur ces plateformes. On aura au contraire, me semble-t-il, enfin en tout cas c'est le pari que je veux faire, une offre de plus en plus diversifiée. Et puis je rejoins alors totalement Delphine dans son intervention. La défense de notre modèle culturel, la défense de notre exception culturelle nationale mais européenne passe par la préservation de nos acteurs nationaux, publics, chère Delphine, bien évidemment, et vous savez qu'on sera toujours à vos côtés pour défendre le service public et la singularité de son financement. On s'est souvent exprimé en tant que régulateur sur ce point-là, mais aussi d'accompagner nos acteurs privés face à des transformations très spectaculaires du paysage dans lequel nous sommes. Les opérations de consolidation qu'on observe aux États-Unis déjà depuis un certain temps, et ce qui a animé notre conversation cet après-midi le prouve. On est dans un monde qui change de façon spectaculaire dans les modes de diffusion, dans les formats, dans les usages. Et il faut que nos acteurs puissent s'adapter aussi à ce monde et qu'on puisse bien les accompagner dans cette transformation, et je dis bien public comme privé. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive presque au terme de notre intervention. Il nous reste le temps de prendre une dernière intervention de Jean-Baptiste. Merci Karim, je vais essayer d'être bref. D'abord pour dire que je rejoins Madeleine quand je disais qu'on a fait le choix structurant de défendre la production indépendante. On est bien conscient de la nécessité de faire coexister plusieurs modèles, et il est tout à fait légitime qu'un producteur choisisse de s'inscrire dans un modèle autre que celui de la production indépendante. C'est pas sale, la production dépendante. Un producteur qui fait le choix de voir son œuvre très bien financée, quitte à renoncer ensuite à la maîtrise de ses droits, c'est un choix qui permet aussi de faire exister une forme de diversité. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, Roch-Olivier a un peu devancé ce que je voulais dire. Il faut faire attention au biais rétrospectif consistant à considérer qu'on est au bout de l'histoire. On n'est pas du tout au bout de l'histoire. Les choses bougent à une vitesse folle. On va voir demain des nouveaux acteurs arriver qui viendront pas forcément des mêmes territoires. On va voir des acteurs existants diversifier leur modèle, aller sur d'autres registres de programmes comme ils ont commencé à le faire. Et donc, effectivement, ne croyons pas que la situation est figée pour les 10 années à venir. Et dernière chose, mais vraiment très vite, sur le principe du pays d'origine, je pourrais en parler longuement. Moi, je comprends ce que dit Madeleine, et on est tous attachés à l'objectif qu'il y a derrière le principe du pays d'origine, qui est celui du marché unique européen. Mais deux choses quand même. Un, si le principe du pays d'origine avait favorisé les startups, ça se saurait. Deuxièmement, en matière de quotas de catalogue, nous, les arguments qu'on nous a opposés, à savoir le risque de fragmentation, ne nous paraissent pas totalement convaincants, parce qu'en réalité, les catalogues sont fragmentés pour un tas de raisons qui tiennent au goût des publics, qui tiennent à la chronologie des médias, qui tiennent à la territorialité des droits. Donc c'est pas invivable le principe du pays cible appliqué aux quotas de catalogue. Cela étant, ma conviction profonde, c'est que les quotas, la fameuse règle des 30%, c'est presque un débat d'arrière-garde déjà, parce que ça a été un tout petit peu dit tout à l'heure. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est plus la disponibilité des œuvres européennes, c'est leur découvrabilité, c'est leur visibilité. Et là-dessus, il y a des choses dans la directive SMA dont on n'a pas encore tiré toutes les potentialités. C'est la question des algorithmes de recommandation. C'est extrêmement compliqué. Ce sont des mécaniques opaques, très difficilement auditables, protégées par le secret des affaires. Mais là est le cœur du sujet. Et je fais le lien avec un autre sujet qui n'est pas directement dans l'objet de cette table ronde, mais qui renvoie et qui me tient à cœur, qui est le sujet de la mise en avant des services d'intérêt général. Parce qu'il y a la découvrabilité des œuvres, mais en amont, il y a la découvrabilité des services. Et là, c'est plus la question des plateformes au sens des éditeurs comme Netflix ou comme Amazon, c'est la question des interfaces qui est, à mon avis, 1000 fois plus structurante pour demain encore. C'est la question de savoir si demain, on pourra encore accéder
efficacement à une diversité de services, et si on saura à quel service on accède. C'est-à-dire, est-ce que demain, on ne va pas avoir au-dessus des éditeurs, des agrégateurs qui vont écraser les marques éditoriales, et ça, c'est un risque qui me semble encore plus majeur pour notre création. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Tu fais en fait une conclusion à ma place, et ce qui est parfait, parce qu'on arrive au terme du temps qui nous était imposé. Je vois le président du CNC qui va intervenir dans quelques instants pour clôturer la journée. Je voulais donc, j'ai pas pu prendre les questions du public, mais on en a eu quelques-unes qui nous ont été transmises, qui concernent d'ailleurs en partie les questions que tu soulèves, c'est-à-dire celles des algorithmes, des données, de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir auditer cela et quel sera le rôle du régulateur. On a bien compris que c'est un work in progress dans ce domaine-là, mais que c'est une question en tout cas qui intéresse les auditeurs, en même temps que celle de la question du respect des quotas européens, qui est aussi l'autre sujet qui remonte. En résumé, et je ne vais évidemment pas du tout reprendre ce qui a été dit, je comprends que d'abord nous avons eu un débat très riche et très intéressant. Il y a des sujets qu'on n'a pas pu traiter, qui feront l'objet peut-être un jour d'une table ronde sur la découvrabilité, la visibilité des services d'intérêt général. Mais les obligations que l'on a traitées aujourd'hui amènent à un système d'équilibre, en tout cas qui est le système français, qui semble particulièrement justement équilibré et qui fait qu'on oriente les investissements sur un point où pour reprendre une expression, où on finance du cinéma et pas que des séries, de la production francophone et pas que de la production anglophone, de la production indépendante et pas que de la production dépendante. Et après, tous les curseurs peuvent bouger à l'intérieur de ce système-là. Et on sait en plus que ce que l'on se dit là a vocation, peut-être dans 6 mois ou moins, à bouger. Et à la dernière question qui était posée par les auditeurs, mais je crois que je peux répondre sans même faire appel parce que ça a été dit tout à l'heure, on me dit mais quand est-ce que pourrait intervenir la prochaine directive SMA ? Je crois qu'on vient à peine de passer celle-ci. Delphine l'a dit, on doit d'abord s'occuper de la redevance. Voilà, effectivement. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Merci.